Vulgarisation, journalisme, illustration, médiation, etc. Simple, c'est à chaque épisode des portraits de personnes qui exercent ces métiers, qui communiquent la science ou permettent aux scientifiques de la communiquer et de la rendre simple. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simple. Aujourd'hui, je reçois Brenna Conin, chargée de communication et de médiation au Synchrotron Soleil. Bonjour. Salut. Alors, on est avec toi à peu près une demi-heure aujourd'hui. Tu vas nous raconter ton parcours, ton métier, tout ça. Je vais te poser plein de questions et on va tout savoir sur ce que tu fais et ce que tu as fait à la fin de cet épisode. Alors, j'ai dit que tu étais chargée de communication et médiation au Synchrotron Soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire que je m'occupe en partie de la communication et de la médiation au synchrotron. Donc, je pourrais expliquer après vite fait ce que c'est qu'un synchrotron. Ouais. Mais j'ai plusieurs missions différentes. Donc, je fais principalement de la communication orale. Ouais. Donc, ça passe par des visites guidées de la structure de recherche dans laquelle je travaille, donc du synchrotron. Ouais. Je gère aussi un petit peu les réseaux sociaux, donc ça va être du contenu, de la mise en forme, planification de publication, etc. Et après, j'aide les collègues scientifiques du synchrotron à faire de la médiation, donc à vulgariser leurs recherches Ouais. pour plein de types de publics différents. Ouais. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Alors, tu faisais la différence entre communication et médiation. C'est quoi la différence en fait? Médiation, c'est quand il y a une personne qui explique ses recherches en fait ou qui explique de la science? Ouais, c'est ça. En fait, donc c'est un peu particulier. C'est la première fois que je fais un boulot comme ça où communication et médiation, c'est aussi distinct. Ouais. Là, pour le coup, comme je suis dans le groupe communication d'un institut de recherche, en plus de faire de la médiation, ils vont s'occuper de plein de communications institutionnelles ou de formats de communication. Ça va passer par le site web, ça va passer par plein de choses comme ça. Ouais, genre des communiqués de presse, ce genre de trucs. Exactement, voilà, c'est ça. Donc en fait, il y a de la communication pure et dure, donc pas vraiment du marketing parce qu'on ne peut pas faire d'argent, mais qui va être un peu plus proche de marketing, communication institutionnelle, de Ouais. techniques de communication, et la médiation qui est pour moi du coup rattachée vraiment à la science, c'est-à-dire essayer de faire comprendre et de faire connaître la science qui est faite ou qui peut être faite au synchrotron. Donc voilà, donc il y a un peu les deux aspects dans le métier. Et ça, c'est un petit peu nouveau, mais c'est assez cool en vrai. On va revenir sur ton parcours, mais justement, tu dis la Yes. science qui peut être faite au synchrotron. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Parce que Oui. je suis rentrée dans un synchrotron il y a 1 an, je crois, ou moins 6 mois d'ailleurs. Et en fait, dans ma tête de biologiste, le synchrotron, c'était un truc pour des expériences de physique. Et en fait, je suis rentrée dans un synchrotron, j'ai fait: «Ah bon, en fait, on fait tout ça là-dedans?» Mais truc de ouf. Et c'est vraiment super passionnant. Donc qu'est-ce qui se passe dans un synchrotron à part, avoir des particules qui tournent très vite et qui vont très, très vite et qui s'écrasent sur des trucs? C'est ça un peu en gros? Alors, souvent les gens, ils ont tendance à confondre les synchrotrons avec les collisionneurs de particules. Ah oui, c'est ça. C'est ce que je viens Voilà, de faire, c'est ça? voilà, c'est ça. Voilà, donc souvent les Donc, gens, dont moi, voilà. voilà. Mais c'est normal, c'est là où je me rends compte que Ouais. mon boulot, il a un intérêt. Bah ouais. Donc en fait, donc les collisionneurs de particules comme le LHC en Suisse, Ouais. ils accélèrent des particules qui font s'entrechoquer entre elles ou contre une cible ouais. pour étudier la physique des particules. D'accord. Un synchrotron, ça va être aussi des accélérateurs. Donc Ouais. on va accélérer des particules. À Soleil, on accélère des électrons. On va accélérer des électrons et le but de les accélérer et de leur donner de l'énergie, c'est qu'ils produisent de la lumière très intense qu'on va pouvoir envoyer sur la matière. D'accord. Donc l'idée d'un synchrotron, c'est d'utiliser une énorme machine qui sont des accélérateurs pour proposer à toutes les communautés scientifiques mondiales une lumière extrêmement intense, brillante, avec plein de propriétés ultra intéressantes pour faire Ouais. des expériences qu'ils et elles peuvent pas faire dans leur laboratoire d'origine. Ouais. Donc après, ça va décliner des techniques scientifiques qu'on fait déjà dans nos laboratoires. Donc ça peut être Ouais. par exemple de la fluorescence, de la microscopie, de la diffraction au rayon X, enfin voilà, ce genre de choses qui sont déjà faites en utilisant d'autres sources de lumière dans des laboratoires classiques. Et on va avoir du coup ces mêmes techniques au synchrotron, mais comme la source de lumière a des propriétés différentes et globalement beaucoup, beaucoup plus brillantes, on va pouvoir aller plus profondément dans la résolution ou alors aller plus vite pour faire ces expériences-là. Et donc l'idée, c'est qu'on accueille vraiment toutes les communautés scientifiques. Donc on va avoir de la recherche sur de la physique pure et dure,
Donc on va avoir des gens qui viennent, qui regardent des matériaux ou qui regardent des particules, des choses comme ça. Mais on va avoir des biologistes, des médecins, des historiens, des conservateurs de musées ou conservatrices de musées, paléontologues, archéologues. Enfin, on peut vraiment avoir de tout et l'idée, c'est vraiment que ce soit ouvert à tout le monde et voilà. Que je trouve ça vraiment très cool. On mettra le lien pour le Oui, synchrotron pour que les ça gens, marche, puissent le suivre et découvrir ça tout ça. Mais marche. bien sûr, on mettra aussi, tous les liens pour te suivre, et te contacter sur les réseaux, mais le synchrotron, comme ça, les gens pourront aller voir. Oui, Alors, moi, j'aimerais bien savoir que tu nous as dit que c'est ton premier job où c'est si séparé, c'est ça? ouais. Qu'est-ce que tu faisais avant? Et surtout, quel a été ton parcours? Donc on va partir de loin, enfin loin, pas Alors si quand loin que j'avais ça. 3 ans Voilà. non. Non, beh, tu peux, hein, on peut repartir aussi loin que tu veux, mais raconte-nous quel a été ton parcours, bah, pour en arriver là et OK. à ce job? Donc quand j'avais 3 ans, Ouais, en fait, j'ai toujours, voulu être scientifique et chercheuse depuis que je suis petite. Enfin, ouais, en vrai, quand j'avais 3 ans, je voulais aller sur la Lune ouais, et être, astronaute. ouais, Et puis il y a une des fusées qui a explosé et qui a tué, toutes les personnes qu'il y avait dedans et ça m'a un peu refroidie. Donc je ouais, me suis dit: «C'est pas grave, je vais rester sur terre et puis je vais faire de la science». Et j'avais beaucoup hésité entre de la physique et de la biologie et puis je me suis dit: «Je vais partir en bio» parce que j'aimais pas les maths. Et du coup, j'ai fait, le bac S, la licence de bio. Mmh. J'ai fait, 1 an en Erasmus en Allemagne. Ça, c'est Mmh mh. trop cool. S'il y a des étudiants qui écoutent ou étudiantes qui écoutent, faites un Erasmus, c'est trop bien. Ouais, Donc voilà, donc j'ai fait ma première année de master en Allemagne. Ensuite, je suis revenue, en France, j'ai fini mon master, puis je suis partie sur une thèse parce que ouais. je voulais être chercheuse de base et puis, 3 mois après le début de ma thèse, je me suis dit: «Ah non, je Ah veux pas mince. continuer». D Pour, si tôt? ouais, 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 en fait, je crois que je sais pas si ça enfin, je pense que ça le fait à d'autres personnes, mais, c'est le décalage entre l'image que j'avais du métier de chercheuse dans ma Mmh mh. tête et du métier de scientifique et la réalité des choses derrière. C'est-à-dire le fait qu'il y avait pas forcément d'argent, qu'il Ouais. fallait toujours courir après, que Mmh. quand tu montes les échelons, tu finis par plus faire de recherche. Mmh. Voilà, il y avait tout un tas d'aspects en fait du monde de la recherche publique qui me plaisaient moins que ce que je pensais. Ouais, quand tu dis plus tu montes les échelons, moins tu fais de la recherche, pour, celles et ceux qui sont pas forcément, habitués, c'est qu'en gros, quand on est en thèse ou, juste après la thèse ou qu'on est chercheur en postdoc ou chercheuse en postdoc, on fait vraiment des expériences quand c'est de la recherche, appliquée, expérimentale et c'est vrai que plus on devient senior, plus au final on écrit des articles, on demande des financements et on se retrouve à être dans un bureau toute la journée à écrire, à promouvoir, le travail du labo et cetera et c'est de la recherche dans un sens, mais c'est vrai que c'est pas de la recherche, on n'est pas à la paillasse à faire des manips, quoi. Bah, c'est ça, On design des projets et on gère un peu les gens et cetera et quand on aime enfin moi c'était un peu mon problème aussi, hein, quand on aime être à la paillasse, bah, en fait on se dit: «Ouais, je vais être derrière mon ordi à écrire des trucs toute la journée, ça va pas forcément, me plaire autant, quoi». C'était ça et puis c'était aussi le fait que, enfin moi j'avais l'impression que tu avais pas le choix. C'est-à-dire que tu faisais ta thèse, tu faisais des post-docs, tu galérais pour essayer d'avoir les concours parce que c'était comme ça que je le ressentais. Ouais, Tu ouais, c'est galérais ça. à essayer d'avoir les concours et ensuite une fois que tu avais les concours, tu galérais à avoir des financements, à avoir une équipe Oui, et oui, c'est donc ça. soit tu continuais à faire des expériences parce que tu avais pas assez d'argent pour avoir une équipe à côté, soit au final, quasi après avoir eu ton concours, tu finissais chef de laboratoire et donc ça me semblait être des marches qui étaient très grandes et Mmh. le rythme de vie, le rythme de travail correspondait pas trop, en fait, à ce que j'imaginais. Je m'étais toujours dit, enfin et je me le dis encore, si on était dans un monde parfait, qu'on avait, peut-être pas de la thune illimitée, mais autant de thunes qu'on voulait, je serais chercheuse. Pour moi, c'est un des plus beaux métiers du monde que tu peux faire. Ouais. Depuis que je suis petite, je me dis que la science, c'est le truc le plus proche de la magie que tu peux faire. Tu vois des Oui. trucs que les gens voient pas, tu fais des choses que les gens peuvent pas faire normalement et cetera. Tu vois de l'infiniment petit, de l'infiniment grand suivant comment tu bosses, Ouais, ouais. avec quoi tu bosses et il y a vraiment un côté magique qui a été dur pour moi de d'abandonner en fait, de me dire: «OK, clairement ça v c'est pas en accord avec comment je vois ma vie plus tard». Donc en thèse, rapidement, tu t'es dit que c'était pas pour toi Ouais et c'était et quoi la réflexion après? la réflexion après c'était: «Fuck, je Et fais celle de je» juste après? après avoir paniqué un petit peu, je me suis dit: «Bon, clairement je vais finir ma thèse» parce que j'avais quand même envie d'avoir mon doctorat à la fin.
Et je me suis dit: «Je vais essayer de regarder ce que je peux faire avec un doctorat autre que de la recherche publique». Et donc là, ça a été, des carrières after work à pas savoir quoi en faire. Donc des soirées dans lesquelles on présente des gens Mmh. venaient présenter leur métier et cetera, des podcasts, du LinkedIn à fond, essayer en fait de voir toutes les possibilités que je pouvais avoir en ayant une tête. Et Ouais, une fois que je me suis rendu compte qu'il y en avait environ 3 771, je me ouais, suis dit: «OK, c'est bon, ça va, il faut juste que je trouve celle que j'ai envie de faire». ouais. Et donc il y avait plusieurs métiers qui m'intéressaient. Commercial, ça avait l'air sympa. De la recherche dans le privé, pourquoi pas aussi. Enfin, il y avait plusieurs choses et il y avait la communication scientifique puisqu'en fait, pendant tout le long de mes études, je faisais des actions ou des activités de communication scientifique, de médiation scientifique. Donc que ce soit, Pint of Science que tu connais, Oui, ma thèse en 180 bombes pendant ma thèse, la fête de la science, aller dans ouais. des écoles, faire des salons, enfin voilà, tout ça, j'en faisais beaucoup et au final, pendant ma thèse, je me suis un peu réfugiée là-dedans. Comme, je savais pas ce que je voulais faire après, que mon sujet de thèse, comme tous les sujets de thèse, n'avance pas à la vitesse à laquelle tu veux que ça avance. Le Normal. fait le fait d'en parler à d'autres gens qui faisaient pas de sciences et de voir l'émerveillement un peu dans leurs yeux, ça me redonnait un peu confiance en moi, en mon projet et en mes compétences. Ouais. Et en fait, j'ai fini par me rendre compte que là où je me sentais le plus valorisée et le plus heureuse pour être méga cheesy, Ah mais t'as hem, raison, hein. Vas-y à fond. c'était c'était quand j'organisais des événements pour les scientifiques pour qu'ils communiquent, Mmh leur mh. science, genre des retraites, des choses comme ça ou des congrès. Quand j'allais dans des bars ou dans des cafés pour, embêter les gens avec ma science à moi. Quand je parlais à des enfants et cetera, en fait, quand je faisais ce truc-là et là où ça s'est vraiment solidifié, c'est quand il y a eu le covid. Ouais. Je me suis rendu compte avec les médias ou quand je parlais aux gens que les gens avaient aucune idée de ce que les scientifiques faisaient derrière, les murs de leur laboratoire. Ils comprenaient pas pourquoi un coup, on prenait trop de temps à comprendre le virus, un coup, on allait trop vite à avoir le vaccin, pourquoi Ouais. ça coûtait cher, pourquoi tous les scientifiques pouvaient pas parler de ce truc-là, pourquoi on n'était pas tous d'accord les uns avec Mmh. les autres. Et je me suis dit: «OK, il y a plein de gens qui sont beaucoup plus motivés que moi à être chercheurs et chercheuses, travailler dans des labos, à faire le travail qu'il faut être fait. Moi, j'aime bien parler, comme ça peut se voir aujourd'hui. Du coup, je vais peut-être essayer de faire ça plutôt comme boulot». D'accord. Et voilà. Et du coup, à la fin de ma thèse, je me suis dit: «OK, je me laisse 2 ans pour essayer de trouver un taf en communication scientifique. Si OK. j'y arrive pas, je verrai ce que je fais». Et j'ai dit: «Pour a priori, j'y suis arrivée, donc on verra Bah le oui, plan B bravo. plus tard». Merci. Et tu es passée directement de ta thèse au synchrotron ou il y a eu quelque chose entre les 2? Non, du coup, après ma thèse, j'ai fait, 4 mois de post-doc dans mon labo de thèse pour finir le papier, tout ça, Ouais. classique. Après, j'ai trouvé un travail en tant que médiatrice à l'Exploradome, qui est un Ah oui. musée de sciences interactif, à Vitry, qui est trop, trop cool, Mmh. qui est plus petit que la Cité des sciences et tout et qui propose vraiment une pédagogie, active, de la part des visiteurs et des visiteuses que je trouvais ultra chouette. Et du coup, j'ai travaillé là-bas pendant 6 mois. C'était un temps partiel et ça m'a permis de développer plein d'autres projets un peu, à mon compte, enfin en bénévolat à côté, Ouais. de communication scientifique et d'éducation. Et en fait, donc c'était un contrat d'1 an de base, donc au bout de 6 mois, je me suis dit que le boulot était très cool, mais c'était très exécutif et j'avais Mmh. envie d'avoir quelque chose d'un peu plus stratégique. Ouais. C'est-à-dire que la manière dont est construit l'Exploradome, il y a les médiateurs, il y a les chargés de projet, il y a, les chefs et cetera. Et quand tu es médiateur, tu peux pas faire chargé de projet. Tu peux pas faire tous les métiers en même temps, c'est normal. Mmh Et mh. du coup, je me suis dit: «OK, je vais essayer de trouver un travail qui est un peu plus, voilà, stratégique et qui garde quand même le côté, interaction avec le public», parce que c'est ça Ouais. qui est ultra cool. Et j'ai trouvé le synchrotron. Donc il y avait cette offre synchrotron auquel j'ai postulé et j'ai passé 3 entretiens, je crois. Et puis après je l'ai eu, voilà. Et ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait 1 an et demi maintenant. Je suis arrivée en février 2022. Super. On est remonté sur ton parcours, ta toute première parce que j'ai l'impression que tu as fait plein, plein de choses en communication, Mmh mh. vulgarisation, médiation et cetera. Ta toute première expérience, c'était quoi? Tu t'en souviens? C'était Pint of Science. Ah, c'est bien parce que j'ai plein d'épisodes où les gens me disent ça. Je Ouais, vous choisis pas, je hem promets que je ne vous choisis pas pour ça. Ta première expérience, c'était Pint of Science en tant qu'organisation ou en tant que speaker, intervenante? En tant qu'intervenante, en fait, ce qui s'est passé, c'est que de base, je suis, très, très, très timide et je suis un peu,
anxieuse sociale et parler, c'est un peu compliqué et ça m'a valu mes concours de thèse. En fait, ce que D'accord. j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que, à la fin de mon master, j'ai postulé donc, au Collège de France, enfin, pour faire une thèse dans une équipe au Collège de France et puis pour faire une thèse dans une équipe à Pasteur et j'ai raté ces 2 concours-là. Une des raisons étant, qu'en fait, j'étais tellement stressée à l'idée de parler devant des gens que je me suis un peu auto-flinguée, enfin, je me suis un peu tiré une balle dans le pied toute seule. J'étais pas à l'aise, et le donc j'ai pu discuter avec le jury après et le jury n'a pas interprété mon malaise comme du stress d'être à l'oral, mais ils avaient l'impression que je cachais des trucs, enfin des choses comme ça. Enfin bref, ça a été vraiment horrible et du coup, après donc j'ai eu de la chance, mes chefs de thèse, ont eu des financements pour me payer ma thèse et j'ai pu quand même en faire une, donc Ouais. ça c'est très cool. Je raconte ça aussi au cas où il y a des gens qui ratent leur concours et qui se sentent mal, pour qu'ils disent qu'ils sont pas tout seuls et en C'est bien. fait, après cette expérience-là, je me suis dit: «Je veux plus jamais que ma timidité et mon stress, m'empêchent d'avoir des choses que j'ai envie d'avoir». Que ce soit d'autres circonstances, c'est moins grave, mais ça, je suis censée pouvoir un peu le contrôler. Donc je me suis dit: «OK, à partir de maintenant, je vais essayer de me mettre dans des situations qui sont stressantes» et donc principalement de communication orale pour essayer de passer au-dessus de ça et donc quand j'ai commencé ma thèse, des copines, du Collège de France organisaient Pint of Science et m'ont dit: «Brenna, tu veux pas parler devant 30 personnes dans un bar de ton sujet de thèse que tu maîtrises pas encore alors que tu es méga stressée?» et j'ai fait: «Hein, hein, OK» et en vrai, c'était trop cool. Enfin, donc du coup, j'ai pas organisé. Comme Mmh. je maîtrisais pas mon sujet de thèse, je me suis dit que j'allais parler d'autres choses qui me plaisaient, donc j'ai parlé du microbiote de manière générale, pas que intestinal, donc du microbiote humain, et ça a été trop cool et pour le coup, j'ai pas du tout été stressée et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, quand je parlais à des gens qui avaient pas fait 30 ans de carrière en sciences, qui Mmh. étaient pas censés savoir plus de choses que moi et cetera, en fait, j'y arrivais très bien et je m'en sortais bien et ça m'a vraiment, comme je disais, ça en fait, ça m'a permis de combattre le syndrome de l'imposteur, le stress, l'anxiété et cetera et ça a fait un peu un effet boule de neige. Après avoir fait ça, j'ai fait, la fête de la science, donc je présentais un stand et puis après, j'ai parlé, à des cafés étudiants, à des machins, des trucs comme ça et en fait, au fur et à mesure, j'avais plus du tout de problème enfin plus du tout. J'ai encore un peu de stress, mais beaucoup moins maintenant, je le gère beaucoup mieux et du coup maintenant c'est mon métier donc ça a plutôt bien marché. Eh bah, j'adore et tu vois ce genre d'expérience, je trouve que c'est génial à entendre parce que c'est ton métier aujourd'hui, tu as réussi à passer ça. Alors je suis sûre que c'était beaucoup de travail, Oui. mais c'est vrai aussi que quand c'est une je trouve que c'est une atmosphère bienveillante, la communication Mmh mh. scientifique. Enfin, pas toujours, mais c'est parfois, plus bienveillant que quand on est en recherche où souvent on est jugé quand on fait une Oui, présentation. oui. Alors que quand on présente, par exemple, Pint of Science, ta première truc, les gens, ils ont juste envie de savoir ce que tu fais dans la vie, pourquoi, qu'est-ce que tu comment ça marche, tu vois, les sciences que tu présentes, comment ça marche et cetera et du coup, c'est hyper bienveillant, c'est hyper cool, c'est beaucoup plus curieux qu'un jugement, en fait Mmh mh. et ça change ta façon. Moi, c'est pareil, hein, tu sais, j'adore parler, mais quand j'étais en sciences, j'étais toujours hyper stressée avant de faire une présentation parce que je savais qu'on allait Te me démonter, coincer. ouais. Mais ouais, qu'on allait me coincer avec une question horrible, qu'on allait essayer de me en fait, qu'on allait toujours essayer de me mettre dans enfin c'est l'expression en anglais, tu vois? «To corner someone», mais en Oui, gros, oui, qu'on va toujours essayer de me de te coincer avec, coincer, ouais. avec une question, avec un truc et voilà et c'est vrai que quand tu passes, en communication scientifique, ça devient vite une drogue parce qu'en fait, c'est trop cool, les gens, sont curieux, et ça fait du bien, je trouve donc ça permet effectivement, de Ouais, c surpasser parfois parce que tout le monde ne peut pas surpasser, son ouais, ouais. anxiété, hein, mais quand c'est le cas, c'est cool. C'est vrai que je dis aussi ça parce que je sais pas si toi tu l'as, mais souvent, parce que du coup maintenant donc une grosse partie de mon boulot, c'est de faire des visites guidées du synchrotron. Donc en fait maintenant je passe mes journées à parler devant, 50-150 personnes, à prendre des groupes et puis à les balader dans le synchrotron, à leur raconter des choses et tout. Et j'adore et ça me presse, plus trop maintenant. Enfin ça va dépendre de quel type de public, mais ça me presse plus et souvent les gens pensent que c'est un talent, que c'est inné, que Ouais, non. c'est, «Oh là là, tu es trop doué, tu as trop de la chance, j'aimerais trop savoir parler comme toi et tout» et peut-être qu'il y a une partie de ça, mais en l'occurrence, moi j'ai vraiment beaucoup travaillé pour arriver à ce niveau-là et je pense que
j'ai pas encore du tout appris, quand je vois des personnes, comme toi, comme d'autres personnes, quand elles s'expriment, je me dis: «Bon, là, trop bien, j'aimerais trop faire ça aussi». Mais je pense qu'il y a un côté où s'il y a des gens qui sont intéressés à faire de la communication scientifique, que ce soit orale ou autre, Mmh. et qui se disent: «Ah ouais, mais j'ai pas le talent, c'est pas un truc que je sais faire de base», en fait, ça s'apprend, et si c'est quelque chose que vous voulez faire. Moi, de base, ça partait pas du tout de: «Ah, je veux faire de la communication scientifique». De base, c'était: «Je veux éviter d'avoir envie de mourir quand il y a plus de 3 personnes dans la pièce et qu'il faut que je dise un mot». Et au final, ça s'est transformé en ça, mais en apprenant toutes les techniques de communication ou de médiation et cetera, ça m'aide même dans la vie de tous les jours. Maintenant, je peux appeler des gens au téléphone sans être complètement paniquée. Yay! Donc c'est un bon bonus, de cette expérience-là, en tout cas, Non, mais la prise de parole en public, ça s'apprend, mais même quand tu es extraverti, même quand c'est quelque chose que tu fais, tu apprends tout le temps. Enfin, tu t'améliores tout le temps, tu apprends tout le temps. J'ai l'impression que chaque communication, en fait, elle te permet d'être mieux, elle te Mmh. permet, de mieux exercer et cetera. Donc faut pas perdre, du tout, Ça, et puis, l'espoir, quoi. il y a enfin, donc, même si 60 de mon boulot maintenant, c'est de faire de la phase publique, donc de parler à des gens, il y a toute une partie projet derrière où j'ai pas du tout à interagir. Enfin, j'interagis avec des collègues quand même, sinon ce serait triste, mais j'interagis, enfin, c'est pas de la phase publique. Donc en fait, il y a aussi tout un monde, de la communication scientifique dont tu parlais tout à l'heure, les métiers de l'ombre, Mmh. où en fait, tu pas besoin ni d'être extraverti, ni d'être introverti, ni d'aimer parler aux gens, quoi. Là, ça va être, de l'organisation d'événements, de la planification de projets. Heu, En dehors de Soleil aussi, j'avais fait en bénévolat, j'ai aidé un musée à Lyon à monter une exposition, sur les micro-organismes. Bon, bah, là, c'était, de la recherche, de l'écriture, et cetera, et cetera. Il y avait Super. pas de phase publique du tout. Je suis allée à l'inauguration, c'était trop cool et tout, mais c'était pas du tout le même type de métier. Donc en Et fait, tu et tu pardon. m'aides avec Pint of Science aussi, tu Oui, organises toujours Pint of Science et tu m'aides bien, donc ça aussi c'est oui, pareil, c'est du boulot derrière l'ordi. ouais. Mais oui, effectivement, il y a un mix, il y a un vrai mix. L'heure avance, on raconte des trucs super intéressants, mais j'ai envie de savoir encore des choses. Est-ce que tu as un souvenir, vraiment d'un truc, voilà, une communication que tu faite ou une chose que tu faite, qui t'a vraiment marqué. Raconte-moi. Donc il y en a 2. La Allez, première, c'était quand j'étais à l'Exploradome. ouais, Donc en fait, j'ai eu donc à l'Exploradome, on faisait soit des présentations, de toutes les petites machines qui étaient exposées, soit on faisait des ateliers pour, des groupes d'enfants. C'est très axé enfants. Et il y a eu un jour où j'ai eu la chance de pouvoir faire une activité sur les 5 sens à un groupe d'enfants, qui étaient en situation de handicap. ouais. Donc plein de situations de handicap différents, et cetera. Et je pense que jusqu'à maintenant, ça reste la le meilleur souvenir de médiation que j'ai faite, parce qu'en fait, déjà les gamins étaient incroyables, et je pense que ça a cassé plein de préjugés que moi j'avais, sur, les enfants en situation de handicap, et ça m'a permis aussi d'aborder la médiation que je faisais de manière totalement différente. Mmh. Puisqu'en fait, on passait beaucoup plus, par, de la répétition, par du sensoriel, et cetera, et cetera. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin de beaucoup plus toucher les choses, de les toucher plus longtemps, ils me faisaient plein de blagues, et cetera, et cetera. Enfin, c'était vraiment, il y a eu une ambiance, incroyable, qui s'est créée, et en fait, à la fin, ils ont raconté à leur animateur, ce qu'ils avaient fait, et cetera, et ils avaient bien retenu, et c'était cool, et c'est ça a été, un moment pivot, même en termes de moi, de pédagogie, de me dire, quand je crée un atelier ou une activité de méditation, essayer de faire en sorte qu'elle soit le plus accessible possible. Mmh. Parce qu'en fait, c'est des parties de la population qu'on a tendance à mettre de côté parce qu'on a plein de préjugés sur leur manière d'apprentissage ou leur capacité d'apprentissage, et du coup, je sais pas, ça m'a fait me remettre en question moi et essayer d'aborder mon travail de manière différente. Parfois, quand on n'a pas, ces problèmes aussi, on oublie tout simplement, hein. Oui, oui, oui. C'est Non, mais juste, c'est ça. il faut se rappeler que, bah, tout n'est pas accessible pour tout C'est et c'est ça, vrai. et du coup, là, dans mon boulot, donc au synchrotron, j'ai essayé de designer des activités qui peuvent être faites par soit des enfants en situation de handicap moteur ou des personnes non verbales, Mmh. pour qu'ils puissent quand même, faire la même activité que tout le monde, quoi.
Ouais. Et la 2e qui est peut-être un peu plus classique, mais j'ai fait une intervention, on a fait une visite du synchrotron test pour, des CM2, donc pour des tout petits et c'était génial parce qu'en fait, ils sont excités partout et donc du coup, tout était magique, tout était génial et à la fin, il y a une petite fille qui m'a dit: «Moi, je reviendrai en stage chez toi, tu te rappelleras de moi» et elle m'a réécrit son prénom sur un post-it et elle m'a dit qu'elle reviendra et je me suis dit si j'avais eu la confiance en elle qu'elle a là maintenant, moi, même à mon âge de maintenant, je serais grave fière. Et en fait, c'est le fait d'avoir réussi qu'une personne aussi jeune se projette et se dise que le métier était cool, tellement fort qu'elle se dit que plus tard, dans 15 ans, elle va revenir en stage ici. Ça fait toujours plaisir, en fait, ce genre de petites interactions. Voilà. Ça doit être génial, ça doit mettre des étincelles dans les yeux, Ouais, de voir les enfants. Moi, j'ai pas eu beaucoup d'expérience avec les gamins, mais c'est trop cool à chaque fois. Enfin, il y a c'est c'est incroyable. c'est un peu magique, surtout qu'il faut vraiment être bon parce que, bah, ils posent des questions de fou. Ça et puis, je trouve que c'est pareil, ça va être un peu cliché, mais en fait, tu te rends compte quand tu deviens adulte que tu perds cette capacité à t'émerveiller devant des trucs. Et je le vois quand je fais des visites avec des adultes, ils sont vachement contenus, ils sont vachement même si des fois il va y avoir un waouh, ils se Mmh. tiennent très bien, ils posent pas de enfin, ils posent des petites questions et cetera. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que tu travailles avec des enfants, plus ils sont jeunes, plus c'est impressionnant parce qu'en fait, ils s'émerveillent de tout, ils ont envie de tout savoir, ils te posent plein de questions, et ils ont pas de retenue. Donc en fait, ils te donnent tous les commentaires qu'ils ont, tous les souvenirs qu'ils ont et tout et ça a vraiment un partage de ouf et ça c'est enfin, voilà et je trouve que ça a encore plus d'impact, le métier qu'on peut faire sur des enfants que sur des adultes parce qu'ils sont tout frais, ils sont tout innocents, ils demandent qu'une chose, c'est d'apprendre des trucs et que tu leur donnes des choses autour desquelles, ils et elles peuvent se construire et tout et du coup, c'est enfin voilà, il y a une des raisons pour lesquelles je fais ce boulot-là, c'est pour parler aux petits bébés et leur Et montrer les trucs cool en sciences qu'on fait. bah, justement, j'allais te demander c'est quoi la chose que tu préfères dans ton taf, mais on dirait que c'est ça, non? Oui, C'est ça, c'est bosser avec les enfants dès que tu oui. as on voit alors, là, dans le podcast, vous l'entendrez dans sa voix, mais on voit des étincelles dans ses yeux, là, on est en vidéo, je vois des étincelles dans tes yeux quand tu en Ouais. parles. Est-ce qu'il y a des trucs que tu aimerais tester? Ouais, un Mmh. truc, un format, un truc que tu aimerais faire. Demain, je te dis, carte blanche, que ce soit en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'espace. Demain, tu carte Hem, blanche. En vrai, si je pouvais faire, ce que je voudrais, je pense que ce serait un jeu grandeur nature, thème scientifique. Donc pour celles et ceux qui vont enfin, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais, il y a dans les communautés de jeux de société ou de jeux fantastiques et cetera, parfois tu organises, sur plusieurs journées un jeu grandeur nature. Donc, tout le monde se réunit, tout le monde a un rôle, il y a des quêtes à résoudre et cetera et puis il faut faire les choses pour avancer et C'est les jeux je de rôle? oui, c'est ça, un jeu de rôle, ouais. Ouais. Mais pas forcément pas en plateau du coup, Ouais, ouais. vraiment en jeu grandeur nature et tout et je me disais que ça pourrait enfin, ça pourrait être chouette d'avoir ça, et de passer par ce biais-là pour faire de la communication scientifique. Donc là maintenant tout de suite, j'ai 1 milliard d'idées où on n'a pas le temps, mais voilà que chacun, chacune puisse se mettre dans la peau de personnes qui travaillent en sciences, hein. Ça peut être des chercheurs, des chercheuses, des techniciens, techniciennes, un peu tous les métiers et puis pour, résoudre la quête, avancer et cetera, tester, différentes choses et puis voilà. Ça je pense que ça pourrait être un format ultra cool, Mais voilà. grave. Mais grave. Non, ça pourrait être vraiment très cool. Effectivement, bah, écoute, j'étais en train de m'imaginer le truc, ça j'aime bien quand je en fait, ce podcast, ce qui est trop cool, c'est que c'est un peu de l'inspiration aussi parce que je discute avec des gens et en même temps qu'ils me racontent des trucs de fou. Alors, merci beaucoup pour tout ça, Brenna. On arrive maintenant à la fin du podcast. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui voudraient se lancer, peut-être, pour faire la même chose que toi? Heu, Généralement, j'en demande 3 parce que c'est un bon chiffre, mais écoute, tu as le droit d'en donner autant que tu veux. Je pense que le premier conseil que je peux donner, c'est un des conseils qu'on m'avait donné à moi et qui, je pense, reste le meilleur conseil qu'on m'ait donné pour l'instant. C'est d'être, vrai envers soi-même, d'essayer d'être authentique et de faire les choses comme on a envie de les faire et comme on veut les faire. Il y a des médiateurs, médiatrices qui sont très à l'aise à l'oral, donc ils sont plus à l'aise au dessin et cetera et quand on veut se lancer, des fois, on veut copier quelqu'un qu'on aime bien ou quoi et ça marche pas forcément. Donc je pense que le mieux, c'est d'essayer de trouver
le moyen où nous, on est le plus à l'aise est d'être vrai envers soi-même et le message passe d'autant mieux et ça permet d'être plus à l'aise et de s'amuser un petit peu plus. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est ce que je dis souvent, quand pour commencer la com scientifique, je suis totalement d'accord. Après, tu peux développer et être habitué et du coup te donner des challenges. Mais en tout cas, si tu commences avec un truc que t'aimes pas, tu as 2 risques. C'est un, bah, pas kiffer l'expérience et 2, que les gens en face, kiffent pas leur expérience non plus, en fait. Et je pense que c'est un vraiment très, très bon conseil. À la suite. Le 2e conseil que je peux donner, je pense que beaucoup de gens l'entendent aussi et parfois ça peut être un peu cringe, mais c'est de networker, de parler aux gens qui font les choses que vous aimeriez bien faire pour voir comment ils ont fait. Est-ce qu'ils ont des conseils? Ou est-ce qu'il y a des erreurs, des choses à faire, des choses à pas faire et cetera? Et puis, en vrai, plus tu parles à des gens, plus tu as une bonne idée de la réalité des choses aussi. Parfois, dans ta tête, tu veux absolument faire un métier, ou faire, quelque chose en particulier et en parlant avec des gens qui le font, tu te rends compte que finalement pas du tout, sans même avoir à essayer et puis, ça reste, je trouve un milieu qui est très, qui reste quand même assez petit où tout le monde est super sympa et s'entraide et il y a beaucoup d'opportunités qui viennent en discutant les uns avec les autres parce qu'il y a des gens qui font, des formats cool que tu peux combiner avec ce que toi tu fais et cetera et donc rester dans cette émulation de groupe, c'est assez chouette et c'est vrai que alors pour l'instant mon expérience, c'est qu'en communication scientifique, tous les gens que je rencontre sont ultra sympas et il y a pas forcément encore de compétition où on se cache des trucs, où on se pique des projets et cetera. Donc tu dis si toi tu as rencontré ça parce que moi pour l'instant pas du tout. Et du coup c'est assez chouette et c'est très motivant et ça donne envie de faire plein de trucs, ça, ce serait le 2e petit conseil. C'est bien parce que tu donnes exactement les conseils que je donnerais. Donc networker, je suis d'accord, mais de ouf, parce que bah, c'est pour ça que je fais ce podcast aussi pour savoir quels sont les métiers, quels sont les gens. C'est pour ça aussi que je mets les liens en description pour contacter les gens. Donc n'hésitez pas à contacter Brenna si vous avez des questions et tous les autres invités du podcast, parce que parfois entre le titre du job et ce que les gens font, c'est super différent. Et il y a plein de gens qui, tu vois, par exemple, me disent: «Ah, ton boulot a l'air génial», et puis quand ils me disent: «Mais tu travailles tout seul la plupart du temps chez toi?» Tu sais, je mets des fois des photos de mon chat Plume, je suis là: «Bah, ça, c'est mon équipe». Les gens sont là: «Mais en gros, tu toute seule?» «Bah, ouais». «Ah, bah, j'ai besoin d'une équipe, ça le fera pas», et cetera. Donc il y a vraiment plein de situations comme ça où effectivement, c'est un peu compliqué et puis networker, ça permet, ouais, d'avoir un réseau, garder de la motivation. Notamment en France, on a un super réseau, et moi je sais que je vais, tous les ans à Berlin, où il y a le réseau Falling Walls qui s'appelle, où c'est, des communicateurs de tous les pays qui viennent et c'est juste génial aussi de voir à l'extérieur du pays, donc c'est un super conseil. Je suis très, très fan. J'ai hâte de savoir quel va être le troisième du coup. Le 3e, c'est peut-être plus, tiré d'expérience, perso, mais c'est que c'est pas grave de se tromper ou de changer, «d'orientation» entre guillemets. Je sais que quand je me suis lancée, après ma thèse, en communication scientifique, il y a plein de gens qui m'ont dit: «Oh, mais attends, mais t'arrêtes la science, oh là là, mais est-ce que tu vas pas regretter?» et cetera. Comme si c'était et la fin du monde et que j'avais passé 8 ans à bosser pour rien, et enfin, il y avait toute cette genre de semi-culpabilité et un peu de pitié que j'ai trouvé extrêmement bizarre parce que alors après c'est des points de vue, mais même si j'adore faire ce métier, ça reste un métier et si ça me plaît pas, il y a pas d'intérêt de le faire donc je préférais changer d'un métier qui me plaisait pas à 100 pour essayer d'en faire un qui me plaît et ce que j'essaie de dire souvent aux jeunes qu'on reçoit en visite au synchrotron parce qu'ils ont énormément de pression pour savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie et il y a les profs qui leur disent: «Oh là là, faut vraiment bien choisir ce que vous allez faire en études supérieures parce que ça définit le reste de votre vie». Non, c'est pas vrai. Moi, si dans 2 semaines mon travail me saoule, alors j'espère que mes collègues ne pas, si dans 2 semaines mon travail me saoule, c'est pas grave, je change. J'essaye en tout cas parce que tout le monde n'a pas la possibilité de changer et cetera. Je dis pas que ça arrivera du jour au lendemain, mais ouais, essayer de faire attention à sa santé mentale, à ce qu'on a envie dans la vie et cetera et que c'est pas grave de changer et que l'expérience, elle peut être chouette juste pour ce qu'elle était. Je suis très contente d'avoir fait une thèse
parce que je voulais en faire une, ça m'a amené plein de trucs et j'ai beaucoup aimé et je suis très contente d'avoir changé et si voilà, dans 2 ans, j'ai envie de changer, de devenir, boulangère ou, agricultrice, je le ferai parce que ça me plaît et cetera et c'est pas grave et je pense que si on normalise un petit peu ça, Mmh. donc de se dire que c'est pas grave de changer, c'est pas grave d'avoir fait 8 ans d'études dans un truc et de repartir dans autre chose et tout, ça pourra enlever éventuellement une partie des commentaires, comme je disais, un peu honteux, à demi culottés, qu'on peut avoir des fois, sur ce genre de sujet. Donc voilà. Ouais, bah, pareil, super conseil, normal, hein, tes 3 conseils, je les aurais aussi donnés. Bien, effectivement, moi, quand je suis partie, on m'a dit: «Tout ça pour ça», le truc qui tue. Le tout ça pour ça, tu sais, comme si en fait, tu tout ce que tu avais fait avant, c'était une ruine, c'était une perte et en fait, bah, déjà, si vous faites une thèse et qu'après vous faites de la com scientifique, en fait, faire une thèse, déjà, ça vous apprend plein, 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 plein de compétences, ne serait-ce que gestion de projet, gestion du stress, enfin tout ça. Mais aussi, ça vous apprend le monde de la recherche. Donc c'est pas perdu non plus et puis je trouve que toutes les si on part même, être boulangère, agricultrice ou quoi, en fait, ça te construit et tu sais mieux qui tu es, tu deviens une personne, différente et chaque étape, c'est un peu comme une brique, d'un mur et voilà et il y a rien qui est pas bien. Mais c'est vrai que cette crise d'identité après une thèse, moi j'ai fait 8 ans de postdoc en plus. Donc autant te dire que le tout ça pour ça, bon voilà. C'était vrai, tu vois? Tout ça pour vraiment ça. Mais en fait, aujourd'hui, je referais exactement la même chose et il faut pas avoir peur de rater et ne se j'étendrais même ton conseil en, faut pas hésiter à lancer des choses. Oui, tout à fait, je suis complètement d'accord, je pense que c'est bien aussi la podcast que tu fais parce que je pense que moi, en tout cas, c'est cette impression-là que j'ai quand je regarde les communicatrices, scientifiques, plutôt sur Instagram ou sur les réseaux et cetera. Tu as l'impression qu'ils lancent des projets, ça marche, c'est magnifique, c'est incroyable, ils se ratent jamais et cetera et cetera. Et en fait, je pense que c'est plus ou moins vrai et il faut pas avoir peur d'essayer de lancer des trucs. C'est aussi là où c'est important de parler avec des gens, mais il y a rien qui est très grave, en tout cas Mmh. dans ce qu'on peut faire. Et ça va être, très cringe comme conseil aussi, mais c'est en ratant que tu apprends des trucs Mmh. et je pense que ça fait partie du jeu et en plus, c'est un des côtés cool avec le boulot qu'on fait, c'est toute la créativité que tu peux y mettre. Alors OK, tu as 20 000 idées à la seconde et tu peux en réaliser que 10 et sur les 10 il y en a peut-être que 2 qui vont aboutir et une seule qui va marcher. Mais c'est Ouais. pas grave, c'est le côté fun et en soi ça ressemble pas mal à la recherche. En tout cas, c'est l'effet que tu as en thèse. Tu fais, 37 PCR, tu en as 4 qui marchent pas, enfin 4 qui marchent, les autres qui marchent pas et tu continues et tu échoues, tu te relèves, tu recommences et cetera et c'est ça qui est enfin, moi que je trouve cool et que je trouve assez similaire avec le boulot de thésard en tout cas, enfin de chercheur-chercheuse. Moi, je me suis arrêtée là donc Mmh. voilà, mais j'imagine que ça continue après. Ouais, complètement, mais je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, j'ai enregistré un podcast il y a 2 jours et j'aime bien cette analogie avec la première crêpe, tu sais? Ta première crêpe, elle est toujours dégueulasse, mais enfin, elle est toujours moche, mais elle est bonne, tu vois? Et t'apprends après, tu refais mieux et cetera et ça arrive dans la vie, ça arrive, dans le boulot et voilà et si jamais ça marche pas, c'est pas grave, mais il faut effectivement pas avoir peur de changer. Si jamais on a envie de changer de boulot, c'est pas grave et faut pas hésiter à se lancer également sur des trucs parce que parfois, bah, ça marche bien et c'est trop cool. Je sais pas si je peux rajouter un conseil bonus? Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Merci. C'est pas forcément un conseil, mais ça vient d'un constat que j'avais fait où en parlant à pas mal soit d'étudiants, pas encore en thèse, donc en master et cetera, soit en thèse, soit en postdoc et cetera, où ils ont tendance à et c'est normal parce que c'est le métier qui veut ça, mais à beaucoup valoriser leurs compétences techniques et à croire qu'ils sont bons et bonnes qu'à ça, donc à faire une PCR et cetera et ils voient pas forcément le potentiel qu'ils ont à transférer dans n'importe quel autre métier, en fait. Ouais. Et alors il y a plein de gens qui en parlent bien mieux que moi, et tu pourras peut-être mettre, les refs et tout, en bas. Il y a des gens qui aident les thésards à changer, de boulot pour aller vers d'autres métiers et tout, mais ça, en tout cas et ça rebondit sur le commentaire que tu faisais tout à l'heure. En fait, vous rendez pas forcément compte du potentiel que vous avez et des compétences
transversales que tu développes ou de la maturité que tu acquiers après avoir fait une thèse et des post-docs et cetera, qui sont, valorisables dans, quasiment n'importe quel métier. Et je pense qu'un des gros trucs que tu apprends, c'est à bosser quand tu es en thèse et donc après tout est un petit peu plus facile peut-être et du coup, voilà donc ça c'est peut-être, s'il y a des gens en thèse, ou en postdoc ou en recherche de manière générale qui veulent changer de boulot et qui se sentent pas forcément compétents, donc le syndrome de l'imposteur pop aussi assez facilement, mais de soit contacter des gens qui sont compétents, essayer de vous montrer ce que vous êtes capable d'offrir au-delà des compétences techniques, soit de croire un peu en vous et de tenter, quoi. Voilà. C'était le conseil bonus, Super, bah, écoute, top. Top, top. Merci beaucoup pour, ces conseils et puis pour tout ce que tu as raconté, depuis le début de ce podcast. On va se laisser, mais comme je disais tout à l'heure, je vais mettre les liens en description, donc surtout n'hésitez pas à cliquer, à contacter Brenna, aller discuter avec elle. C'est ce podcast est fait pour ça, non seulement pour écouter des métiers, pour savoir qui fait quoi, mais aussi pour derrière, aller contacter les gens et leur poser plein de questions si vous en avez. Merci beaucoup Brenna. de rien. À bientôt. À bientôt.